je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de juin qui est assez conséquent, je dois vous le dire. Nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 30 juin, dernier jour du mois, donc. Que dire? Alors, j'ai des services presse à vous présenter, j'ai des achats neufs, j'ai des achats d'occasion. Bon, j'ai peut-être un peu abusé, mais je me dis que de toute façon, au mois de juillet et au mois d'août, ça va être un petit peu plus calme les sorties littéraires pour la bonne et simple raison que les grandes maisons d'édition se préparent donc pour la grande sortie, la grande sortie de septembre, en fait, la grande sortie littéraire de septembre, la rentrée, voilà. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder parce que j'en ai quand même pas mal à vous présenter. Certains, c'est des suites de sagas, donc je ne vous livrerai pas les résumés des tomes 1 parce que je n'ai pas beaucoup de vidéos. Je vous inviterai à ce moment-là à vous référer au tome 1 donc sur internet, mais je pense que la plupart vous les avez vus passer. Avant de commencer, je voulais vous parler, voilà, j'ai participé sur Instagram à un concours pour gagner des marque-pages d'Emagreen de Lucie sur sa page Insta Book Shadow, voilà, je vous la mettrai en barre d'infos, et je suis l'une des heureuses gagnantes, donc elle me l'a envoyé assez rapidement, j'ai gagné les 3 jolis marque-pages de Emagreen que j'ai commencé à lire, à découvrir cette autrice, il me semble, le mois dernier déjà avec 3 romans. Voilà. Et hop, voilà. Donc je la remercie de me les avoir envoyés assez rapidement et je suis évidemment contente d'avoir gagné. Voilà. En parlant de maison d'édition, j'ai rencontré une maison d'édition fin janvier. Une maison qui n'est pas encore assez connue parce que ça fait seulement 5 ans qu'elle est qu'elle existe. Elle est dans les Hauts-de-France, pas loin d'Arras, et je les ai rencontrés à mon salon du livre de ma ville, et donc j'ai proposé mes services et leur ai demandé s'ils faisaient des services presse. Donc ils ont bien voulu me montrer leur catalogue et j'ai pu choisir et ils me les ont envoyés très rapidement, donc je les remercie. Donc il s'agit des éditions Lucha édition, ou Luca, je ne sais pas trop comment ça se dit, si ça se dit à l'italienne ou pas. Alors c'est une maison d'édition indépendante qui fait plusieurs choses, qui fait des albums pour les tout petits, des albums jeunesse, des romans jeunesse et qui fait également des romans young adultes. Leurs thèmes centraux ou central, je ne saurais pas vous dire trop, centraux ou central, pas grave. C'est généralement la nature, l'écologie, la science, le corps humain. Ça, c'est généralement là-dessus qu'ils aiment bien. Et l'imaginaire, évidemment. Donc, j'ai fait un petit choix parmi leur catalogue. J'ai pris 3 albums jeunesse pour mes filles de 2 et 4 ans. Et j'ai pris un roman young adulte. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Donc, le premier, c'était La vache bizarre de Jean-Baptiste de Panafieux et Caroline Picard. Donc voilà, j'ai bien aimé le graphisme. Mes filles ont adoré, enfin surtout la plus grande, hein, parce qu'à 2 ans, la plus petite, 2 ans, bon, elle a regardé les images, qui sont d'ailleurs, je trouve qu'elles sont assez sympathiques. La couleur est assez bien. Voilà. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que ça ne sert à rien, c'est pas un roman, hein. Ça va vite à lire. Et j'ai dû lire les albums 2, 3, 4 fois, 10 fois à ma fille. Donc ça veut dire qu'elle aime. Donc si elle aime, moi je dis banco. Donc la vache bizarre. Ensuite j'ai eu Sisyphe, le bousier qui en avait assez de rouler sa bouse, de Elisabeth Lude Frolaube et Mona Leleu. Donc là c'est pareil, on est vraiment sur de la nature pour les tout petits. Hop, et je vous montre un petit peu également le style du dessin. C'est très coloré, voilà. Là c'est pareil, elle a bien aimé aussi. Et puis je trouve que c'est quand même des couvertures assez sympas, qui attirent l'œil des enfants, ce qui est vraiment intéressant. Et là c'est peut-être mon petit préféré du
du point de vue où on change un petit peu de couleur. Petit pas dans la neige de Annie Vince et Caroline Merola, donc toujours aux éditions Luca. Je vous montre bien. Peut-être parce que c'est là on change, on était sur du vert, là c'est des belles couleurs pastel. Non, franchement, j'ai vraiment bien aimé leur raconter plusieurs fois, forcément. Donc voilà, je vous montre un petit peu. C'est des belles couleurs, c'est des beaux graphismes. Voilà, donc je remercie vraiment les éditions Lucha de m'avoir fait confiance. J'espère qu'on continuera par la suite si jamais ils ont des nouvelles sorties. Et puis j'ai pris un livre donc style young adulte que je n'ai pas encore lu par rapport aux trois autres, mais bon, j'ai plusieurs services presse en cours, donc c'est Stupeur. Alors déjà, j'aime bien la couverture, franchement, c'est ce qui m'attire le plus d'abord. Stupeur de Julie Chibaro et Hermine Aymon. Donc, je vais vous lire le résumé. Je vais tourner légèrement la couverture parce que comme c'est une couverture noire, j'ai un peu de mal à voir. Oui, je vieillis. Pas besoin de me le dire. Alors, depuis quelques mois à New York, un étrange mal sévit et s'empare des familles cossues de la métropole. Maux de tête, fatigue, fièvre, état de stupeur. La fièvre typhoïde se répand sans répondre à aucun schéma distinctif et met en alerte les autorités. Deux ingénieurs du département de l'hygiène et de la santé, Prudence Galuski et George Soper, enquêtent sans relâche pour retrouver la trace du patient zéro de cette épidémie, celui qui serait responsable d'avoir contaminé tant de victimes. Voilà, donc ça va être, je pense, l'une de mes lectures de cet été, sachant que je ne fais pas de... Je ne fais pas, je vous expliquerai pourquoi plus tard, je ne fais pas de pile à lire d'été parce que je n'y tiens pas. Je vous expliquerai ça plus en détail. Donc ensuite, j'ai craqué, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil sur Frost, le livre 1, Frost et Nectar de C.N. Crawford des éditions Corrigan. Déjà, j'aimais beaucoup la couverture et le résumé n'est pas en reste. Je vais essayer de vous le lire, sachant que comme c'est une couverture sombre, j'ai un peu plus de mal à lire les résumés. Donc, à 26 ans, Ava ne croit plus en l'amour. La jeune femme mi-faée, mi-humaine, abandonnée à la naissance, s'est toujours sentie comme une paria. En plus, elle découvre le jour de son anniversaire que son petit ami la trompe, et elle s'enfuit pour échapper au sombre avenir auquel elle semble destinée. Alors, quand Thorin, le roi des Fae, annonce qu'il va la choisir pour devenir sa reine, Ava ne comprend pas. Pourquoi le roi voudrait-il qu'elle monte sur le trône alors qu'ils se sont détestés au premier regard? Que cache son sourire diabolique, son air glacial et son allure tellement séduisante? Dans les couloirs d'un palais qui résonne de mille complots, Ava découvre qu'elle ne peut faire confiance à personne, à commencer par le roi lui-même. Mais le plus grand des dangers, c'est cette étrange attirance qu'elle commence à éprouver pour lui. Pour survivre, ils doivent être prêts à tous les sacrifices. Donc voilà, ça c'est mon premier achat du mois de juin. Ensuite, comme beaucoup d'entre vous, mais je ne l'ai pas pris en hardback parce que ça revenait trop cher, j'ai pris Guild de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Et même là, j'aime beaucoup les livres en relief comme ça. J'adore beaucoup, je kiffe. Franchement, je kiffe. Et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire? Maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes farfelus de Serilda attire l'attention du sinistre roi des aulnes et de ses chasseurs morts-vivants, elle se retrouve emportée dans un monde sinistre, rempli de ghouls et de fantômes, où des corbeaux sans yeux traquent chacun de ses mouvements. Le roi ordonne à Serilda d'accomplir la tâche impossible de filer de la paille en or avant le lever du soleil, où elle sera tuée pour avoir raconté des mensonges. Désespérée, Serilda appelle involontairement un mystérieux jeune homme à son aide. Il accepte de l'aider, mais tout a un prix, et l'amour n'était pas censé faire partie du marché. Voilà.
Donc c'est vraiment une réécriture de contes comme on les aime, hein. Généralement, c'est toujours assez surprenant et assez plaisant. Ensuite, ben là, je ne vais pas vous le dire le 1, donc, parce que c'est le 2. Donc, Deux perles et de corail, tome 2, Lien de sang de Mara Rutherford. Donc, aux éditions, ben, je ne sais plus, c'est, attendez, La Martinière, ah, 1, 2, 3. La Martinière Fiction, c'est parce qu'ils ont changé leur logo, c'est pour ça que j'arrive pas à reconnaître le logo. La Martinière Fiction qui a récemment lancé sur Instagram, qui changeait leur logo. Donc je ne vous raconte pas le résumé de ce livre-là parce que c'est le tome 2. Si jamais ça vous intéresse, je pense que vous vous êtes intéressé au tome 1 de Perles et de Corail. Donc voilà, forcément, moi j'ai le 1, donc il était évident que j'allais acheter le 2. Après, je suis partie dans, que je vous dise pas de bêtises, la suite de True Love Story, donc Love Story Immortality de Dana Schwartz, le tome donc 2, aux éditions Albin Michel. Beaucoup en ont entendu parler. Là, c'est pareil, le tome 2, je ne vous lis pas le résumé, vous l'avez vu passer tout comme le 1, qui doit être quelque part derrière moi d'ailleurs. Je ne vais pas vous le raconter. Je vous invite à vous renseigner sur le tome 1 si ce n'est pas déjà fait, mais ça m'étonnerait quand même parce qu'on les a vus passer ces deux-là quand même. Et puis comme il y en a beaucoup, je préfère quand même à certains moments. Si j'en avais pas beaucoup, je vous relirais les tomes 1, mais là, ça prendrait beaucoup trop de temps. Après, donc, j'ai craqué pour le tome 3 de la saga d'Oren, Glim, de Raven Kennedy, donc aux éditions Hugo Romance, tome 3. Donc, vous connaissez Guild, le tome 1. Ensuite, il y a eu Vint, je crois, le tome 2, et Glim. Et il va y en avoir un autre au mois d'octobre, le tome 4. Voilà. Donc, et franchement, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi, j'adore. Moi, j'adore quand ça brille comme ça. Je trouve que c'est vachement beau, c'est vachement joli. Ça attire l'œil tout de suite. Donc, ensuite, bah, vous en avez parlé. La blogosphère en a parlé. Instagram, TikTok, Facebook, tout le monde s'y est mis. Donc, j'ai craqué. Au départ, j'allais dire non, pas, ça m'intéressait pas. Puis bon, j'ai quand même craqué pour donc Ces plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions Savran, qui est une sous-édition donc de Deux Saxus. Donc, c'est une espèce de réécriture de Roméo et Juliette. Alors, j'aime bien le titre Ces plaisirs violents parce que je sais que c'est une des phrases dans le roman de Roméo et Juliette écrite par Shakespeare. Donc, c'est pour ça que ça m'avait tout de suite attiré. Et puis bon, faut pas se leurrer, hein, regardez un petit peu le hardback, il est déjà superbe. Si j'enlève la couverture, bon voilà, hein, je pense que vous avez tous compris. Forcément, ceux qui adorent les livres, ils sont attirés comme des mouches. Donc, Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan de gangsters. Après un exil de plusieurs années aux États-Unis, elle est de retour à Shanghai. Roma, quant à lui, est l'héritier de la famille d'origine russe qui dirige le clan rival. Bien que tous les destinés à être ennemis, Roma fut le premier amour de Juliette. Dans cette période trouble de l'histoire, Shanghai est une plaque tournante où la rivalité entre les deux familles, l'opposition entre les factions politiques et la concurrence qui se livrent les pays européens sont à leur paroxysme. Pour corser la situation, un monstre fait son apparition en ville et diffuse une maladie mortelle. Ces plaisirs violents est un récit à suspense dans lequel Juliette et Roma devront renouer et surmonter tout ce qui les sépare pour sauver à la fois leur famille, leur affaire et la ville. Ouais. Donc je ne vais pas m'attarder, beaucoup l'ont acheté, je pense. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai... ça fait un moment qu'il est sorti, donc c'est de l'occasion. J'ai pris
Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon aux éditions Gallimard Jeunesse. Apparemment, c'est un des premiers ouvrages de Victor Dixon. Hein, pour ceux qui le connaissent, il a fait Phobos, il a fait Vampiria, toutes les trilogies. Celui-là, c'est une duologie. J'avais pas le premier tome à ma médiathèque, donc j'étais un peu frustrée. Donc du coup, je l'ai trouvé pas très très cher sur internet et je l'ai donc acheté d'occasion. Je vais vous lire donc le résumé. Là aussi, c'est une réécriture de conte. Si le conte le plus innocent dissimulait l'histoire d'amour la plus terrifiante. 1832, blonde, 17 ans, et cloîtrée depuis toujours dans un couvent perdu au milieu des bois. Pourquoi les sœurs l'obligent-elles à couvrir ses cheveux d'or et à cacher sa beauté troublante derrière des lunettes sombres? Qui sont ses parents? Que leur est-il arrivé? Alors qu'elle s'enfuit pour remonter le fil du passé, Blonde se découvre un versant obscur, une part animale. Il y a au cœur de son histoire un terrible secret. Une héroïne inoubliable, une traque haletante, un amour fou, de l'obscure forêt des Vosges aux rivages du Grand Nord et jusqu'aux caves du Vatican, Victor Dixon emporte le lecteur dans une vertigineuse aventure mêlant romantisme et fantastique. Donc du coup, forcément, vous prenez le tome 1, bah, en toute logique, qu'est-ce que vous faites ensuite? Eh ben, vous prenez le tome 2, tant qu'à faire. Donc là, c'est Animal, toujours la prophétie de la Reine des Neiges, donc le tome 2. Donc là, je ne vais pas vous lire le résumé parce que c'est le complémentaire de celui-là. Ensuite, en occasion que j'ai trouvé, alors là j'ai fait une bonne affaire et je le voulais depuis un moment, La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, hein, donc aux éditions Stardust. Donc je vais vous relire le résumé. Je pense que je vous en ai parlé dans une sortie livresque, ça doit dater, je vous dirais bien du mois de mars, si je me souviens bien. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Le jour où Caligan, roi pirate qui règne sur les mers, estime que sa fille chérie, Alossa, est devenue une véritable et redoutable pirate, il l'investit d'une mission. Mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qu'il recherche depuis toujours. Pour réussir son défi, la courageuse Alossa n'hésite pas à se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant alors la possibilité d'infiltrer leur navire. Prisonnière au milieu d'un impitoyable équipage, Alossa sait que son butin est à portée de main. Dès que ses ravisseurs tournent le dos, elle part explorer le bateau. Très vite, son plus redoutable obstacle sera Raiden, un intrépide lieutenant, particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Et la jeune femme a plus d'un tour dans son sac, et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Il y a le tome 2 qui va sortir, je crois que ça s'appelle La fille de la reine sirène, quelque chose comme ça, qui va bientôt sortir. Je me demande si ça va pas être au mois de septembre qui va sortir. C'est ce qui m'a franchement, c'est pour ça que j'ai été tentée de le prendre, pour essayer de le lire pendant les vacances, pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais j'en entends quand même pas mal de bonnes choses. Ensuite, celui-là, je le voulais, je l'ai eu. Le cœur du prince Corbeau, le royaume des Faès, tome 1, aux éditions Korrigan de Tessonja Odette, pardon. Déjà, rien que la couverture, elle m'a tiré. Mais vous remarquerez que j'ai beaucoup de couvertures sombres ce mois-ci. Pourtant, on est au cœur de l'été. Enfin, on commence l'été, donc, mais c'est des couvertures sombres qui m'ont attiré. Héritier du trône de la cour de la Lune, le prince Franco est l'idéal masculin que toutes les jeunes femmes du royaume rêvent d'embrasser ou même d'épouser. Sans déconner. Voilà. Mais après une multitude de rendez-vous insatisfaisants, le prince a totalement renoncé à l'amour. Oh bah zut alors. Voilà autre chose. Et cela lui pose un vrai problème. Il doit montrer à ses sujets qu'il est le digne héritier du trône et qu'il n'est pas célibataire. Franco conclut donc un pacte avec Humber, une pauvre domestique mi-fae et mi-humaine qui est prête à tout pour enfin gagner sa liberté. Humber devra se faire passer pour la petite amie du prince jusqu'au bal de la pleine lune. Mais faire semblant d'aimer cet homme arrogant qu'elle déteste par-dessus tout risque de ne pas être facile, surtout dans ce monde de mensonges et d'illusions où tout a un envoûtant et irrésistible parfum d'interdit.
bah, tout ce qui est fantastique, fantasy avec les faées, bizarrement, c'est vrai que quand je regarde ma bibliothèque, je me rends compte que tout ce qui est faée et magie, bah, je suis dedans. En gros, je suis dedans, je les achète à chaque fois. Ensuite, Royal Blood de Aimé Carter aux éditions PKJ. J'ai pas pu m'en empêcher. Je vous lis le résumé parce que c'est un tome 1. Je sais même pas s'il y a une suite. Je pense pas. Il n'est pas marqué tome 1 ou livre 1. Peut-être, hein, je sais pas, c'est possible. Une jeune américaine devient le pire cauchemar de la monarchie britannique. Fille légitime du roi d'Angleterre, Evangeline Bright, 17 ans, est redoutable lorsqu'il s'agit de garder des secrets. La voilà forcée de passer l'été à Londres avec toute la famille royale qui n'est pas franchement ravie d'apprendre son existence. Au moment où son père souhaite nouer des liens avec elle et rattraper le temps perdu, l'identité d'Evangeline est révélée au public. La jeune fille se retrouve exposée aux yeux de tous par la presse et accusée de meurtre. Au cœur du scandale, avec sa vie jugée par tout un peuple, Evangeline découvre des secrets encore plus terrifiants que ce qu'elle avait pu imaginer. Le soutien du beau kit suffira-t-il à empêcher de perdre pied? Bah, forcément, moi j'aime tout ce qui a trait à la famille royale. Déjà, la sélection, c'était les familles royales. La série The Crown, que je suis fan, c'est la famille royale. Donc forcément, je pouvais que le prendre, celui-là, dans ma wishlist. Ensuite, ah oui, on va passer aux poches. Là, je vous préviens, c'est également de l'occasion, toujours. Hein. Là, c'est tout. Enfin, Royal Blood, c'était un neuf, mais le reste, c'est de l'occasion. Donc, c'est la version poche de Extincta de Victor Dixon. Seulement, ça s'appelle La dernière histoire d'amour de PKJ. Enfin, de chez PKJ de Victor Dixon, pardon. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, Astrea est née dans les chênes Océrian et prince de sang. Elle a été exploitée toute sa vie. Il a grandi dans les intrigues de cour. Rien ne laissait présager la rencontre de ses ennemis jurés. Pourtant, le destin va les jeter dans un formidable voyage jusqu'au bout des dernières terres, l'archipel où les derniers humains ont trouvé refuge après le grand effondrement écologique. Une quête pour comprendre comment on en est arrivé là, une passion haletante avant l'extinction de l'humanité. Dans un monde qui se meurt, la dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. Et je vous avoue que je préfère cette couverture-là à la couverture verte du brochet. Franchement, je trouve qu'elle est beaucoup plus attirante. Alors, ensuite, donc là, je vais juste vous les montrer. Vous connaissez le tome 1. Donc là, j'ai pris le tome 2 et le tome 3, la suite de Assoiffé, voilà, de Tracy Wolf PKJ. Donc on a le tome 2 qui s'appelle Foudroyé. Et on a le tome 3 qui s'appelle Convoité. J'espère avoir la suite, sachant que j'ai les tomes 4 et 5 qui sont sortis. Et il va y en avoir un sixième. Donc, je suis vraiment à la ramasse. Je suis sacrément en retard. Mais c'est pas grave. J'ai l'été. J'ai l'été. Alors, pour l'été, je tiens à préciser, parce que beaucoup d'entre vous le font. Moi, je peux pas. On fait une petite pile à lire d'été, dire ça, je vais lire ça pendant l'été, pendant les vacances, ceci, cela. Moi, j'ai remarqué, à chaque fois que j'en fais une, eh ben, Vlan, je n'y tiens pas. Pourquoi? Parce que soit il y a un nouveau roman qui sort et que j'ai envie de l'acheter et que j'ai envie de le lire tout de suite, soit j'en trouve un autre à la médiathèque qui a l'air super intéressant et du coup, bah, je mets les autres de côté en disant, bah, de toute façon, à la médiathèque, j'ai que 3 semaines pour le lire, donc il va passer en avant-première. Et puis finalement, après, je change d'avis. Ce que j'avais envie de lire au début d'été, bah, au milieu d'été, j'ai d'autres envies de lecture. Je veux commencer par du fantastique et puis en fait, finalement, je veux lire tout ce qu'il y a d'eau. Ça m'arrive, mais alors à chaque fois que je décide de me faire une pile d'été, donc là, cette année, j'ai décidé de ne pas faire de pile d'été et de faire au feeling, de lire vraiment ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Et puis forcément, il y aura les bilans lecture, vous verrez un petit peu ce que j'aurais choisi. Alors, hop.
Ensuite, je vous en parlerai dans mon bilan lecture de mois de juin. J'ai lu le tome 1, Métamorphose, et le tome 2, Légende de sang, d'écume et de glace d'Alexiane Delolis. Donc, j'avais le 1, j'ai emprunté le 2 à la médiathèque. Et du coup, j'ai acheté le 3. Livre 3, Atlantis, donc d'Alexiane Delolis. Et franchement, j'ai adoré les deux premiers. Donc j'ai craqué, j'ai acheté le troisième qui est sorti, je crois que c'est ce mois-ci d'ailleurs qui est sorti, si je me souviens bien. Enfin bref, je vous parlerai quand même plus intensément du 1 et du 2 dans mon bilan lecture. On est dans le royaume des sirènes, hein. Donc on est sous l'océan, mais c'est pas du tout comme on s'y attend. C'est pas du tout ça, mais enfin, mais c'est quand même vachement prenant. Comme d'habitude, je suis pas déçue par Alexiane Delolis. C'est pas les premiers que je lis et ce sera sûrement pas les derniers. Donc voilà. Après, il me reste que des poches. Alors, j'ai le mois dernier lu le tome 1 de Grisha que j'avais, ou Shadow and Bones pour ceux qui connaissent, mais j'avais pas la suite. Donc, en occasion, je me suis procuré le tome 2 de Grisha, le tome 2, Le Dragon de glace de Leigh Bardugo, en version donc livre de poche, parce qu'il était beaucoup moins cher. Je me suis dit, c'est pas grave s'ils n'ont pas le même format, c'est pas grave, un livre, c'est un livre, peu importe la taille pour moi. Et je me suis pris le tome 3, L'Oiseau de Feu, toujours en livre de poche, parce que ça valait vachement plus le coup de les acheter en livre de poche d'occasion qu'en brochet d'occasion. Allez savoir pourquoi. Enfin bon, c'est comme ça. Après, vous m'en avez beaucoup parlé, c'est sorti en poche, sachant que je trouvais ça complètement stupide, je vous explique. La Guilde des Ombres, le tome 1, Le don de mort de Anatrice aux éditions Pocket. Alors, je l'ai pris en poche pour la bonne et simple raison que si vous les prenez en brochet, le livre est divisé en deux parties. Ça fait que vous devez acheter deux livres pour un seul tome. Moi, je trouve ça complètement ridicule, bien que les couvertures étaient jolies, hein, je ne le dis pas. Mais voilà, j'ai préféré, vu le prix, pour une dizaine d'euros, j'ai préféré avoir tout réuni. Sachant qu'il y a le tome 2 aussi qui est sorti récemment, on attend la suite. Donc je pense que je vais me le procurer aussi en version poche parce que je ne vais pas m'amuser à racheter encore deux. Parce qu'il me semble que lui aussi est divisé encore en deux parties. C'est d'un ridicule franchement et on n'a pas tous un super portefeuille, une super carte bancaire, hein, franchement. Donc je vous lis donc le résumé bien que vous en avez sûrement entendu parler. Nous sommes tous destinés au baiser de la mort. Seuls les dieux sont immortels. La guilde des ombres règne sur les rues misérables de Cliffside, la cité des vices. Ces assassins elfides sont le bras armé de la déesse de la mort depuis 5 siècles. En plus de leurs armes, de leurs lames affûtées, leurs dons surnaturels font d'eux des tueurs exceptionnels. En ce jour, la guilde des ombres accueille une nouvelle recrue dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terraflamme, une enfant humaine, Panama, est pressentie pour devenir une ombre. Mais si la jeune fille échoue à embrasser cette voie, la mort viendra alors réclamer son dû. Forcément, ça me fait un petit peu penser à Elana de Pierre Bottero pour ceux qui l'ont lu, parce que moi j'ai adoré cette trilogie, elle est dans mon autre bibliothèque et je m'en séparerai jamais parce que j'avais vraiment kiffé, j'étais vraiment hypée, donc je me dis ça ressemble un peu à ça, donc je me suis laissée tenter quand même par cette saga-là. Ensuite, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je l'ai vu passer, je me suis renseignée et j'ai dit, allez, pourquoi pas. Le secret des hauts murs de Lulu Taylor aux éditions City Poche. 3 femmes, 2 générations, une histoire d'amour et de dissimulation. Donc voilà, vous voyez, il n'est pas très très gros. Je ne sais pas si je le lirai cet été, on verra bien, parce que j'ai quand même pas mal de choses à lire. Alors, une saga riche de mystères et d'intrigues qui tient en haleine jusqu'à la fin. Émilie a tout pour être heureuse. Une grande maison, 2 beaux enfants et un mari attentionné jusqu'au jour où ils ont un grave accident de la route. Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, elle réalise qu'elle a tout perdu. Elle apprend aussi qu'elle vient d'hériter d'une maison à la campagne.
Pour Émilie, ce pourrait être la possibilité de recommencer sa vie à zéro. Mais qui est la femme qui lui a légué cet héritage et pourquoi? Quel secret dissimule les hauts murs de la propriété presque à l'abandon? Des générations plus tôt, un étrange trio a vécu là. Une jeune femme, un peintre et sa sœur. Et un drame s'y est déroulé. Dans les méandres de l'histoire d'une famille, Émilie va chercher à découvrir les secrets de son propre passé. Voilà. Donc là, il me reste un dernier livre à vous présenter. Alors là, on en a entendu parler, reparler partout. J'ai quand même fini par craquer parce que j'ai voulu l'emprunter à ma médiathèque, mais ça fait des plombes que j'attends tellement il y a beaucoup de personnes qui l'ont réservé avant moi. Donc, 1000 baisers pour un garçon. Vous voyez, en poche, il est 3 fois plus petit et 3 fois plus mince qu'en broché. C'est quand même dingue, quand même, le papier, l'économie de papier qu'on fait de Tillicol, donc au livre de poche. Donc, Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer. Jusqu'au jour où Rune part pour 2 ans dans sa Norvège natale. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune? Pourquoi coupe-t-elle les pots? Sans raison, sans explication. Rune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle, a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer? Alors, on me dit qu'il faut sortir le paquet de mouchoirs pour celui-là. Bah, écoutez, je vous le dirai quand je le dirai. Mais déjà, rien que la couverture, c'est la même que celle brochée. J'aimais énormément déjà. J'étais déjà attirée par cette couverture, mais plus je le vois passer et plus on est tenté. C'est incroyable, c'est presque hypnotique en fait. On voit passer le livre, ah ben il me le faut, ah ben il me le faut. Donc voilà, alors en gros, si je compte les services presse, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 livres. Alors là, franchement, ce mois-ci, j'ai pas été raisonnable du tout. Et j'espère que je serai plus raisonnable le mois prochain. J'espère. De toute façon, là, juillet, août, il y a de moins en moins de sorties parce que tout le monde se prépare pour la grande rentrée littéraire du mois de septembre. Donc, je pense que je serai plus raisonnable pendant ces mois-ci. Enfin, j'espère. J'espère que je ne vais pas trouver trop de choses. Je suis contente de trouver des choses, mais d'un autre côté, par égard pour mon portefeuille, j'ai un peu pitié de lui aussi quand même. Voilà. Donc, ben voilà, cette vidéo book haul est terminée. Encore une fois, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vous inscrire sur mes pages Insta, TikTok et Facebook. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec des passionnés de lecture. J'adore ça. Je vous retrouverai bientôt donc pour mon bilan lecture que je suis en train de terminer du mois de juin. Et puis après, on verra tout pour le mois de juillet. Vous avez déjà de toute façon ma vidéo de sortie livresque du mois de juillet qui est sur YouTube actuellement, sur ma page. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et commenter un petit peu si jamais il y a des romans susceptibles de vous intéresser. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite de bonnes vacances et de bonnes lectures. C'est surtout le plus important pour moi. C'est même si vous partez pas en vacances, du moment où vous avez des bons livres, c'est le plus important. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!